Deux derniers principes additionnels du CTMU. Avant la définition du langage auto-traitant, auto-configurant, qui serait la définition de ce qu'est la réalité. Et ensuite, il y aura une évaluation des conséquences de la définition de la réalité comme ce langage auto-configurant, auto-traitant. Donc là, on est aux deux derniers principes additionnels du CTMU qui permettent d'introduire les différentes composantes qui constituent ce langage et comment il fonctionne. La récursion télique est un processus fondamental qui tend à maximiser un paramètre d'autosélection cosmique, une utilité généralisée, sur un ensemble de relations syntaxe-état possibles, à la lumière de la liberté d'autoconfiguration de l'univers. Processus intrinsèquement quantique, reflétant la place de la théorie quantique dans le SCSPL, la récursion télique est une forme de récursion pré-informationnelle, associant une combinaison d'hologie, de rétroaction télique et de sélection récursive, agissant sur le potentiel informationnel de MU, une forme primitive syndiphéonique qui est symétrique par rapport au confinement. L'univers a un but, la maximisation de l'utilité généralisée, cet objectif général qui se définit sur l'ensemble de l'univers. Et donc il y a un processus qui est la récursion télique, qui est la forme que prend ce processus de maximisation de cette utilité généralisée. Et donc cet objectif se réalise à la lumière de quoi? De la liberté d'autoconfiguration de l'univers, autoconfiguration de l'univers qui prend la forme d'un autodéterminisme de l'univers pour atteindre le propre but qui se définit intrinsèquement, qui est cette utilité généralisée. Donc c'est un processus fondamental qui est au niveau cosmique, parce que c'est un niveau de l'utilité généralisée de l'univers dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce processus fondamental? D'abord, c'est un processus qui est quantique, donc il s'intègre dans les processus de expansion interne, requantisation, propagation de la fonction d'onde et ensuite effondrement de la fonction d'onde dans un état spécifique qui prend la forme donc, dans le CTMU de cette expansion interne puis requantisation des opérateurs syntactiques. Donc il y a un aspect quantique à cette récursion télique. Il y a un aspect préinformationnel dans le sens où l'information dans le CTMU est couplée à la cognition, infocognition, et donc cette récursion, cet objectif que se définit à l'intérieur de l'univers ne peut pas s'appuyer que sur l'information, elle s'appuie sur ce couple entre information et cognition, donc c'est préinformationnel, méta-informationnel. C'est ce qui détermine la forme que prend l'information une fois qu'elle est définie, donc c'est une forme qui est antérieure au niveau de discussion qui peut être tenue que si on prend en compte l'information une fois qu'elle apparaît comme ce couple information et syntaxe qui donne un sens à cette information. Donc ce processus est préinformationnel, il est quantique, et il fait appel à l'hologie qui est l'autosimilarité du système, donc la propagation de la structure interne endomorphiquement à l'intérieur de lui-même. Donc l'aspect hologie, c'est un aspect stratificatif de cette utilité généralisée. C'est une utilité généralisée qui est définie pour l'opérateur global, mais qui se distribue hologiquement à l'intérieur du système. Rétroaction télique, c'est la propriété des systèmes qui exhibent de l'autodéterminisme, qui est ce qu'on a vu une caractéristique fondamentale de tout système qui se supporte lui-même, donc de tout système ultime, pour une description ultime de la réalité, le système va devoir réaliser un autodéterminisme, il ne peut pas être déterminé par quelque chose d'externe au système puisqu'il est ultime, il ne peut pas être purement aléatoire qui créerait une incompressibilité causale à l'intérieur du système. Donc, il y a cet autodéterminisme qui passe par une rétroaction télique, c'est-à-dire un processus dans lequel à la fois l'information et la syntaxe transductive ou acceptante de l'information sont définies en même temps afin de répondre à une utilité du système, qui est ici l'utilité généralisée de l'ensemble de l'univers, qui se distribue par logie à l'intérieur de ses composants. Et donc, on a cette utilité généralisée qui devient globalement propagée, globalement distribuée à l'intérieur du système. Sélection récursive, puisque elle fait appel à elle-même, elle fait appel à elle-même fondamentalement, elle fait appel à elle-même dans un sens aussi où il y a différentes strates. Le potentiel informationnel de MU, c'est l'unité multiplexe. Donc c'est ce qui assure la cohérence globale entre le système
global, l'opérateur global, et ensuite les sous-parties, entre l'état et la syntaxe. Donc, système global qui représente la syntaxe globale du système, et ensuite l'état qui peut représenter une instance localisée de la réalité globale. Donc, MU, cette forme primitive syndiphéonique, des différentes instances qui sont différentes expressions d'un même médium commun joint qui distribue la relation que chaque instance fait partie de la réalité, chaque instance fait partie d'un même monisme infocognitif. Donc c'est une forme primitive syndiphéonique dans laquelle les différences sont liées à ce médium commun et qui est symétrique par rapport au confinement dans le sens où il y a un confinement topologique et descriptif. La syntaxe globale est contenue descriptivement dans les états du système, stratifiés du local au global, et les états du système sont inclus dans la syntaxe globale topologiquement. Ils sont inclus dans l'univers. Ils reçoivent l'univers par hologie de l'univers de la syntaxe globale à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ils sont topologiquement inclus à l'intérieur de cette syntaxe globale. C'est le principe de l'unité multiplexe qui est exprimé ici. Et donc on a ici une description des différentes composantes qui forment cette récursion télique, description des différentes composantes qui interviennent dans cette définition de la récursion télique, qui est un processus fondamental d'évolution de l'univers, qui explique que l'univers maximise cette utilité généralisée. C'est un processus qui s'ajoute à la conspansion qui gère l'évolution, la communication de la logique et de la géométrie à l'intérieur du système. Ici, la récursion télique explique l'évolution de ces cycles conspansifs en accord avec une télèse qui se dualise en information-cognition et donc qui maximise avec une liberté totale du système l'ensemble des composants qui sont intégrés à l'intérieur des cycles conspansifs. Ils sont intégrés parce qu'ils émergent de récursion télique, c'est-à-dire d'une rétroaction télique primitive du système qui se définit intrinsèquement afin de maximiser cette utilité généralisée, système qui évolue préinformationnellement à travers les différentes composantes du système qui s'incluent les uns à l'intérieur des autres structurellement par la logie et qui s'appuie sur cette forme MU, cette forme de cohérence, de consistance du système qui permet d'avoir deux domaines fondamentaux de différence qui sont la syntaxe globale et les états, ou le global et le local, et d'avoir cette forme symétrique de confinement qui permet à l'univers de se contenir lui-même. Il se contient topologiquement et descriptivement, ce qui permet d'avoir cette inclusion topologique des états dans la syntaxe globale et cette inclusion descriptive de la syntaxe globale dans les états, ce qui permet d'avoir cette cohésion totale du système à l'intérieur de cette forme MU qui assure du coup la consistance et cohérente, et d'avoir cette évolution qui suit un objectif interne du système, l'utilité généralisée, à travers donc cette maximisation par cette télèse, ce potentiel non contraint, télèse UBT, Unbound TLC, ce télèse non lié qui permet de créer des états syntaxes qui maximisent cette utilité généralisée à l'intérieur du système aux divers niveaux de stratification du système. C'est ce que décrit ici Christopher Langan, ce processus fondamental que suit l'univers à chaque instant et qui explique non seulement l'évolution de l'univers et la place que chaque composante à l'intérieur de la réalité a dans la causalité ou dans la participation à l'objectif de l'univers, mais aussi qui explique la place des phénomènes quantiques à l'intérieur de la réalité. Ces phénomènes quantiques font partie de ces processus fondamentaux de détermination de sens intrinsèque à l'intérieur de l'univers, d'extraction de la télèse qui est un potentiel libre de définition d'état syntaxe vers ces systèmes qui suivent des cycles conspansifs au cours d'une rétroaction télique généralisée. C'est cette récursion télique qui devient clé pour expliquer le pourquoi de l'univers, le pourquoi des lois, le pourquoi de la cohérence, la consistance de l'univers, le pourquoi de la cohérence de la théorie de la réalité à l'intérieur d'elle-même. Ce principe, donc, qui est un principe fondamental du SISPL, qui est le langage autotraitant autoconfigurant, qui serait la description théorique de la nature de la réalité. Là où la réalité perceptuelle consiste en une infocognition
information autotransductrice. Expliquer la genèse et l'évolution de la réalité revient à expliquer la genèse et l'évolution de l'infocognition. Parce que la cognition généralisée, traitement de l'information, est temporelle, alors que l'information localise des objets ou des unités de messages dans des espaces d'attribution, l'information et la cognition sont respectivement de nature spatiale et temporelle. L'infocognition est analogue à l'espace-temps, et l'espace-temps est infocognitif. Il s'ensuit que la réalité perceptuelle ne consiste pas simplement en une infocognition, mais en un espace-temps, et que chercher une explication de la genèse et de l'évolution de la réalité revient à chercher une explication de la genèse et de l'évolution de l'espace-temps, quoi, infocognition. C'est-à-dire à la cosmologie, dans le contexte d'une transduction d'informations. D'après le monisme infocognitif, la réalité est infocognitive, c'est une information autotransductrice, et donc expliquer la genèse et l'évolution de la réalité, c'est expliquer la genèse et l'évolution de l'infocognition pour lier cette infocognition de manière générale avec notre expérience perceptuelle. On remarque ici que la cognition est de nature temporelle, puisqu'elle consiste à transformer, reconnaître une information qui serait une séquence d'états, une transformation de la syntaxe, une transformation linguistique par une certaine grammaire d'un certain état donné qui se transforme linguistiquement en un autre, donc une information temporelle d'évolution de ces informations, alors que l'information localise des objets ou des unités de message dans des espaces d'attribution, donc il y a une syntaxe disponible, une syntaxe qui définit un espace d'attribution, on peut attribuer des propriétés, on peut attribuer une place dans un espace de syntaxe, une place qui peut être une place géométrique, c'est-à-dire une place en termes de distance des objets entre eux, mais une place plus générale de syntaxe possible, une syntaxe de couleur, une syntaxe la couleur rouge, la couleur bleue, il y a des espaces d'attribution, donc on détermine une information particulière, cette information-ci, donc de manière bien plus générale, donc l'information localise d'objets relève de l'espace et relève aussi de l'espace, disons, linguistique, syntactique, et donc l'information et la cognition sont synonymes d'espace-temps, donc quand on pense perceptuellement à l'espace-temps, eh bien, on pense également à cette cognition, cette traduction d'information, donc une définition d'information et une cognition qui transforme cette information, qui accepte cette information, qui détermine l'espace d'attribution disponible pour l'information. Ce couplage qui devient en fait un couplage d'espace-temps. Donc quand on détermine l'espace-temps qua infocognition, donc comprise comme cette infocognition, eh bien, on fait une sorte de cosmologie de l'univers en l'expliquant en termes infocognitifs, en termes de ce monisme infocognitif, de cette attribution linguistique d'état syntaxe qui subsume la compréhension du coup de l'espace-temps. La cosmologie, grande tentative de l'humanité pour expliquer l'origine et la nature de l'univers, revient traditionnellement à rechercher un ensemble de lois ultimes capables d'expliquer non seulement comment l'univers fonctionne couramment, mais aussi comment il est arrivé là. Malheureusement, même si un tel ensemble de lois a été trouvé, l'explication associée ne pourrait pas être considérée comme adéquate jusqu'à ce que les lois elles-mêmes soient expliquées, ainsi que les objets et attributs fondamentaux sur lesquels elles agissent. Cela soulève une question qui semble impondérable. Comment expliquer un ensemble de lois, d'objets et d'attributs sans invoquer un autre ensemble de lois sous la forme d'une syntaxe explicative qui exigerait elle-même une explication, et ainsi de suite, ad infinitum. Si on arrive à trouver une description mathématique de l'ensemble de l'évolution de l'univers, eh bien, il semblerait qu'il y aurait ces mathématiques qui formeraient une syntaxe explicative qui exigerait même une explication d'elle-même. Donc, pourquoi est-ce que c'est mathématique et pourquoi est-ce que ces mathématiques expliquent la réalité perceptuelle qu'on observe et qu'on vient d'expliquer avec toutes ces lois. Donc là, on arrive à cette nécessité de la réductibilité linguistique qui permet finalement que la source de l'ensemble des lois soit cette source linguistique qui couple à la fois l'état et la syntaxe avec une orientation déterminée qui est l'utilité généralisée du système. Avec cette forme d'explication, on n'a plus un gap explicatif entre une réalité perceptuelle qui pourrait être comprise comme physique, relevant de la matière et avec d'un autre côté des lois abstraites qui seraient de nature mathématique. Mais on a le joint commun de ces deux domaines et aussi la nature commune générale de l'ensemble de ces éléments explicatifs qui est une forme de langage, de super langage de la réalité qui permet d'intégrer à l'intérieur de ce langage à la fois les théories mathématiques, les théories physiques, et les modèles, les différents objets qu'on veut modéliser à l'intérieur de cette réalité. Et donc, on arrive ici à la question, comment arriver à une explication de la cosmologie
l'explication de l'origine de la nature de l'univers, eh bien, on voit qu'il y a des problèmes explicatifs, où il y a une exigence explicative à avoir, l'explication même de la syntaxe qu'on utilise dans les explications. Donc la cosmologie, grande tentative de l'humanité pour expliquer l'origine de la nature de l'univers, doit prendre cette forme auto-explicative qui doit aller par-delà une explication qui serait purement avec une syntaxe explicative qui serait détachée de l'univers qui est décrit par les explications. Il y a une forme de mise en autodualité de ces différentes composants qui doit permettre aux explications d'avoir une place à l'intérieur de l'univers, d'avoir cette double confinement, inclusion topologique, inclusion descriptive des lois à l'intérieur des éléments et inclusion topologique des éléments à l'intérieur des lois. Donc il doit y avoir ces processus qui permettent d'aller par-delà les distinctions fondamentales et de présenter ça comme des autodualités, comme des dualités qui émergent d'un langage qui permet, par la nature linguistique, d'intégrer l'ensemble des différents composants, des différents processus, fonctionnements qu'on observe à l'intérieur de l'univers. Langage donc, qui permet de prendre la forme de chacun des composants qu'on a besoin pour théoriser, modéliser et décrire de façon explicative et auto-explicative l'ensemble de la réalité. La réponse se cache dans la question. Les lois ne tiennent pas toutes seules, mais doivent être définies par rapport aux objets et attributs sur lesquels elles agissent et qu'elles acceptent comme paramètres. Similairement, les objets et les lois ne tiennent pas tout seuls, mais doivent être définis par rapport aux règles de structure, d'organisation et de transformation qui les régissent. Il s'ensuit que le support actif de la définition croisée possède la primauté logique sur les lois et les arguments, et est donc de nature pré-informationnelle et pré-nomologique, c'est-à-dire télique. La télèse, que l'on peut qualifier de potentiel infocognitif, est le support actif primordial, à partir duquel les lois, leurs arguments et leurs paramètres émergent par raffinement mutuel ou récursion télique. Poser la question de l'auto-explication de la réalité, comme le fait Langan, c'est fournir une réponse à la question. Donc cette réponse, c'est ce couplage entre les lois et les objets attributs qui suivent ces lois. Les lois émergent par rapport aux objets attributs sur lesquels elles agissent, et ces lois aussi sont dépendantes des objets attributs qui sont régis par ces lois. Donc il y a une dualité de dépendance de ces objets, et donc qui émerge d'un domaine plus fondamental, le domaine de la télèse, et donc c'est ce domaine télique, ce domaine pré-informationnel, pré-nomologique, avant l'information, avant les lois qui régissent l'information, qui doit configurer à la fois les deux domaines et les mettre en dualité, les mettre en composition. Et donc, c'est cette récursion télique qui est capable de déterminer l'évolution de l'univers, déterminer l'explication de l'évolution de l'univers. C'est pour ça que la télèse et le principe télique jouent des rôles fondamentaux, des rôles qui permettent l'auto-explication, l'auto-inclusion de l'univers, l'autodéterminisme. C'est ces ensembles de concepts qui sont résolus par la réduction infocognitive qui est supportée par la télèse, qui est le support actif primordial, à partir duquel les lois, les arguments, les paramètres qui sont à l'intérieur de ces lois, les objets attributs qui sont déterminés, qui sont régis par ces lois, se raffinent mutuellement. Par quoi? Par ce processus donc de récursion télique. En d'autres termes, la télèse est une sorte de pré-espace-temps à partir duquel le temps et l'espace, la cognition et l'information, la syntaxe de transition d'état et l'état n'ont pas encore émergé séparément. Une fois liés sous une forme infocognitive primitive qui dirige l'émergence en générant un stress soulageable entre ces composantes spatiales et temporelles généralisées, c'est-à-dire entre l'état et la syntaxe de transition d'état, la synthèse continue à s'affinir de nouvelles configurations infocognitives, c'est-à-dire de nouveaux arrangements de syntaxe de transition d'état, afin de réduire le stress entre syntaxe et état par le biais de la récursion télique, ce qu'elle ne peut jamais faire complètement en raison des contingences résultantes inévitablement d'une récursion télique indépendante au niveau des parties de sous-systèmes localisés. En ce qui concerne la forme MU infocognitive primitive télico-récursive elle-même, elle n'émerge pas du tout, sauf de manière intrinsèque. Elle n'a pas d'existence externe, sauf comme l'une des myriades de possibilités qui existent naturellement dans un domaine illimité de contraintes zéro. Donc la télèse, c'est ce niveau de réduction ultime, par-delà lequel il n'y a plus d'intelligibilité. Et donc, on comprend la télèse par ses fruits. Ces fruits, c'est l'espace-temps, la cognition de l'information, l'état et la syntaxe de transition d'état. Donc, l'ensemble de ces aspects dualisés
ou autodualisés sous la télèse forment les fruits de la télèse. Donc la télèse, c'est une pré-espace-temps, espace-temps compris en termes infocognitifs, donc en termes de l'ensemble de ces formes qu'on vient de décrire. Les perspectives sur cette télèse, donc qu'est-ce que fait cette télèse? Il y a un stress qui est généré à l'intérieur du système, un stress soulageable, donc une forme d'exploration du système avec ces composantes qui sont cohérentes et unifiées entre elles, mais qui ont des distinctions, des objectifs localisés qui peuvent être différents. Donc il y a une forme de stress, une forme de besoin d'arbitrage, de besoin de mise en commun des différents objectifs qui sont créés à l'intérieur du système. Et donc la télèse s'affine, continue de s'exprimer pour soulager ce stress, qui n'est pas totalement soulageable dans le sens où il y a des contingences inévitables par le fait que les composantes localisées du système ont une perspective sur l'utilité généralisée qui est une perspective propre et localisée. Donc, il n'y a pas une information générale du système à l'intérieur des opérateurs syntactiques locaux. Et donc, il y a toujours ce besoin de communication, ce besoin d'établissement, de maximisation de l'utilité généralisée au niveau local, qui est un processus continu, qui continue d'affiner cette syntaxe infocognitive et la forme, du coup, de cette cohérence et consistance MU, cette forme infocognitive primitive, qui exprime cette télèse et qui évolue par équation télique. Elle prend cette forme à l'intérieur du système de cette utilité généralisée qui continue ces cycles expansifs pour soulager du stress qui vient de la compétition ou de l'arbitrage entre différentes restrictions de l'utilité généralisée à des niveaux locaux, donc des compétitions de but, disons, à l'intérieur du système, ou une coopération qui prend des formes différentes, des formes exploratoires différentes qui ensuite s'unifient. Du point de vue de la forme MU elle-même, elle n'émergerait pas. Donc la télèse, c'est comme s'il y avait toutes ces distinctions internes, donc ces signes distinctions, signes difféonèses, distinctions qui émergent à l'intérieur de cette synésis qui est ce domaine de télèse qui contient l'ensemble des possibilités d'état syntaxe. Donc la réduction télique maximise l'ensemble des états syntaxe possibles au cours des cycles d'évolution expansive du système. La forme MU elle-même n'émerge pas, mais évolue à l'intérieur d'elle-même. La télèse émerge à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a pas d'existence externe, puisqu'il n'y a pas d'œil externe qui regarde cette télèse. La télèse, c'est un domaine vraiment d'existence pure, dans lequel à la fois l'état syntaxe émerge, donc il n'y a pas de métasyntaxe qui observe cette syntaxe. Il n'y a pas d'existence externe. La seule définition d'existence externe, c'est qu'il y a des possibilités qui existent à l'intérieur de cette télèse, qui ne sont pas exprimées actuellement dans un système, et donc il y a une existence qui est relative à cet ensemble de possibilités, qui vient de la liberté limitée d'un système qui n'a pas de contrainte zéro. Donc le système n'a pas d'existence externe, mais il a une existence interne, donc par rapport à lui-même, c'est une expression particulière de ce domaine imité d'expression d'existence. Donc encore une fois, c'est une existence interne au système qui vient de l'expression particulière des ensembles des états syntaxes que le système exprime par son système global et par les sous-systèmes localisés qui créent ce stress soulageable entre différentes composantes. Donc ces versions de l'utilité généralisée et localisée créent un besoin d'arbitrage, de communication, etc. Il n'y a que ces aspects-là qui déterminent le système par rapport à l'ensemble des domaines limités d'expression possibles des états syntaxes. Du point de vue de cette télèse qui n'est pas liée, cette télèse qui est ce domaine de contrainte zéro, dans lequel l'ensemble des possibilités serait exprimable au sein du système, puisque le système s'autodétermine. Il n'a pas de système externe qui le contraint à prendre cette forme particulière. Donc le système n'a pas d'existence externe, sauf comme un ensemble particulier d'états syntaxe qui a été déterminé par le système comme étant l'état syntaxe qui maximise l'utilité généralisée du système, puisqu'il n'y a pas de contrainte externe qui dirait au système d'imposer au système des contraintes particulières, puisqu'on a réduit le système jusqu'à la télèse, qui est vraiment la source ontique primaire d'émergence des états syntaxe possibles. Donc il n'y a pas d'existence externe, sauf dans le fait que l'ensemble des états syntaxe qui ont été déterminés comme ceux qui sont exprimés par le système peuvent être contrastés à l'ensemble illimité des états syntaxe possibles que le système n'exprime pas actuellement à l'intérieur de l'univers. Donc il y a une existence du système qui est complètement intrinsèque et qui est externalisée simplement
par la possibilité du domaine illimité disponible pour le système de s'exprimer. Et donc, c'est relativisé que par rapport à une capacité interne qui est la capacité d'avoir une possibilité illimitée d'expression syntactique. La récursion télique se déroule en 2 étapes, primaire et secondaire, globale et locale. Dans l'étape primaire, des lois universelles distribuées se forment en juxtaposition avec la distribution initiale de la matière et de l'énergie. Tandis que l'étape secondaire consiste en des transitions d'états matériels et géométriques exprimées en termes d'étapes primaires. C'est-à-dire que lorsque les lois universelles sont syntactiques et que la distribution masse-énergie initiale correspond à l'état initial d'espace-temps, les transitions secondaires sont dérivées de l'état initial par des règles de syntaxe incluant les lois de la physique plus la récursion télique. La première étape est associée au Taylor global, la réalité dans son ensemble. La seconde étape avec des Taylor internes, observateurs participants de niveau agent, parce qu'il y a un sens dans lequel la régression télique primaire et secondaire peut être considérée comme simultanée, on peut dire que les Taylor locaux créent l'univers en y canalisant et en actualisant leur utilité généralisée à l'intérieur. L'univers se monisme infocognitif et stratifié avec des opérateurs syntactiques de niveau global, agentif, subordonné, et de même la récursion télique est ce processus qui détermine l'évolution du système est stratifié également en 2 étapes, ici primaire et secondaire, donc globale et locale. Donc l'étape primaire, c'est l'étape dans laquelle les lois universelles, donc distribuées sur l'ensemble du système, des lois de configuration de l'ensemble du système, des lois qui s'appliquent à l'ensemble des éléments de la réalité comme structure grammaticale qui détermine l'évolution et les possibilités syntactiques à l'intérieur de ces éléments ou quand ils sont pris ensemble relativement aux autres éléments. Donc ces lois universelles distribuées qui sont des lois de configuration, d'évolution, émergent dans l'état primaire en même temps que distribution initiale de la matière et de l'énergie. Et donc le CTMU, c'est pas juste des lois platoniques qui existent et ensuite la matière devient cette espèce de aléa contextuel d'une distribution peut-être explorative. Non, les lois universelles et la distribution initiale de la matière et de l'énergie émergent en juxtaposition dans l'étape primaire. Donc il y a vraiment ce couplage de l'état à la syntaxe à partir de la télèse, de ce terreau ontique primaire. Et l'étape secondaire, c'est des transitions d'état, donc une évolution, un affinage de cette utilité généralisée, un affinage de cette récursion télique, matérielle et géométrique, exprimé en termes de l'état primaire, c'est-à-dire que l'ensemble du système hérite de ces lois universelles d'évolution et hérite également d'émerger de cette distribution initiale de la matière et de l'énergie. Donc, ils héritent également donc, à la fois de la syntaxe globale de type primaire qui s'exprime dans la récursion télique dans l'état primaire, mais également des états particuliers qui sont déterminés de l'information particulière qui est déterminée comme information initiale, distribution initiale de la matière et de l'énergie. Donc l'ensemble du système hérite à la fois de cet aspect syntactique, évolutif, transductif et informationnel, la distribution initiale de la matière et de l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de ces étapes ? Cette distribution initiale de la matière et de l'énergie donc, prend une forme de distribution d'état initial d'espace-temps, avec donc les lois universelles, des règles syntactiques universelles qui s'appliquent à l'intérieur du système. Et les transitions secondaires de l'étape secondaire dérivent non seulement des règles universellement distribuées, incluant les lois de la physique, incluant les théories mathématiques qui sous-tendent la syntaxe des lois physiques, mais elles dépendent aussi de la récursion télique, donc elles dépendent de ces processus qui s'expriment de manière quantique avec maximisation de l'utilité généralisée, avec des configurations de propagation des fonctions d'onde et effondrement des fonctions d'onde relatives à des processus d'expansion interne, de requantisation, des processus linguistico-géométriques qui s'expriment à l'intérieur du système et qui expriment les récursions téliques à la fois à niveau global et à la fois des sous-systèmes localisés, ce qui crée ce stress soulageable, qui crée ce processus de récursion télique qui s'affine au cours du temps, puisqu'il y a l'expression de diverses récursions téliques, diverses rétroactions téliques pour différents sous-systèmes qui émergent à l'intérieur de ce système global. Donc, la première étape, c'est l'opérateur global, donc le global opérateur descripteur, le directeur intention-extension universelle, donc le dieu du système. La première étape, donc cette configuration de la matière et de l'énergie à l'intérieur du système comme état initial d'espace-temps.
Et la seconde étape qui est ces transitions matérielles qui dépendent du coup des lois universelles, mais également donc des rétroactions téliques du système, qui sont à la fois du coup des rétroactions téliques qui s'expriment à partir de l'utilité généralisée localisée à l'intérieur de ces systèmes. Eh bien, ces telleurs internes participent à l'évolution de l'univers dans cette étape secondaire de récursion télique. Et il y a un côté simultané dans le fait que l'étape primaire dépend de la secondaire, puisque la création du couplage état-syntaxe primaire n'est pas une création complexe, c'est une création qui distribue la création pour des telleurs secondaires qui vont eux aussi modéliser et donc utiliser la distribution initiale de la matière d'énergie et les lois universelles qui ont été distribuées par l'opérateur donc, ou global qui détermine l'état primaire. Et les telleurs secondaires dépendent de cette distribution initiale qui forme le passé commun de l'ensemble du système et les lois globales également qui forment les contraintes syntactiques globalement distribuées qui ne peuvent pas être dépassées par des telleurs locaux, puisque les telleurs locaux héritent de cette configuration de l'univers. Donc il y a une double dépendance, et donc la récursion télique primaire et secondaire est dans un sens simultané et détermine l'utilité généralisée qui finalement est une utilité généralisée qui vient de l'opérateur global, puisque c'est l'opérateur global qui, à partir de ce domaine ontique libre, crée l'ensemble de lois universelles et les distributions initiales qui correspondent à ça, et crée l'ensemble également de la structure logique de l'ensemble du système avec les telleurs secondaires. Donc il crée cette distribution de la configuration de l'univers vers des opérateurs syntactiques secondaires qui canalisent et actualisent l'utilité généralisée à l'intérieur du système, et donc qui continuent d'affiner par récursion télique l'ensemble du système. Et cette dépendance est également une dépendance simultanée avec des effets de l'opérateur primaire détermine les distributions initiales et les lois universelles en fonction de l'utilité généralisée des sous-systèmes. Et donc il y a un aspect où les sous-systèmes, dans leur forme d'appréciation d'utilité généralisée, qui va être une appréciation hémotélique, qui fait partie également donc, du point de vue de la syntaxe cognitive humaine, qui forme de l'émotion des états, donc d'expression de but. Donc cette syntaxe hémotélique participe non seulement au raffinement de la récursion télique, mais puisque ces deux étapes sont en quelque sorte unifiées, eh bien cet aspect hémotélique qu'on peut observer comme composante de la syntaxe cognitive humaine, eh bien participe également aux déterminations de lois universelles et déterminations initiales de la matière et de l'énergie. Donc, les opérateurs syntactiques non seulement créent l'univers comme conséquence de les lois universelles et des distributions initiales de matière, mais également l'opérateur global crée ces lois universelles et ces distributions initiales en fonction de la structure des telleurs locaux. Et donc les telleurs locaux, réellement, leur structure détermine également la structure que l'opérateur global primaire donne à cette étape primaire de récursion télique, qui est l'étape de détermination à la fois des lois universelles, qui inclut les lois de la physique, les lois de mathématiques, etc., et de la distribution initiale de matière-énergie, qui détermine l'ensemble de l'histoire des composants internes du système, des composants de l'affichage externe de la réalité, interne niveau local par rapport à global, mais externe niveau la syntaxe externe globale de la réalité, la syntaxe en termes de matière d'énergie, qui est une détermination particulière, une localisation géométrique particulière de cet état syntaxe. Donc cet état initial de l'espace-temps qui détermine l'ensemble du système en accord du coup avec la détermination de l'opérateur primaire qui délègue et qui génère en fonction des sous-systèmes secondaires qui sont inclus dans la création de ce système global d'optimisation de l'utilité généralisée du système, utilité généralisée qui s'affine avec des cycles de récursion télique à la fois primaire et secondaire. Le diagramme ci-dessus illustre la relation entre la récursion télique primaire et secondaire, la dernière étant incorporée dans ou exprimée en fonction de la première. Les grands cercles et les flèches représentent les lois universelles,
syntaxe distribuée, engagée dans la rétroaction télique avec l'état initial l'espace-temps. Distribution initiale, masse, énergie. Tandis que les petits cercles et les flèches représentent la rétroaction télique entre les aspects contingents, localisés, de la syntaxe et de l'état, via la conspension. L'état primaire maximise l'utilité généralisée globale sur une base ad hoc, tandis que les tailors locaux maximisent librement et indépendamment leur fonction d'utilité locale. Les pendants pour l'état primaire de l'expansion interne de la requantisation sont appelés coinversion et inconversion. C'est en vertu de la récursion télique que l'univers SCSPL peut être décrit comme son propre protocalculateur quantique, autosimulant et auto-actualisant. La configuration des lois universelles et de l'état initial espace-temps par la récursion télique primaire couvre la récursion télique secondaire. Donc ces grands cercles et ces flèches forment une couverture syntactique des petites flèches qui représentent les récursions secondaires entre état syntaxe via la conspension vers les cycles d'expansion interne de requantisation qui déterminent intrinsèquement pour les opérateurs locaux, donc les tailors locaux, l'évolution des états syntaxe. Donc ces évolutions sont intégrées à l'intérieur de la distribution initiale et des lois universelles. Elles s'expriment en termes de une couverture syntactique, une intégration hologique de la syntaxe universelle à l'intérieur des opérateurs syntactiques locaux. Mais cette configuration n'est qu'une configuration ad hoc. Elle ne couvre pas l'ensemble des caractéristiques de l'univers en évolution. Et donc, bien qu'elle recouvre l'ensemble des récursions téliques secondaires, ces récursions téliques secondaires sont essentielles pour déterminer l'évolution totale de l'univers. Et donc, ce que je comprends ici, le grand cercle, ce serait une syntaxe vers un état particulier qui ensuite revient à une syntaxe. Donc, ce serait une illustration à l'intérieur de la récursion télique primaire de processus de conspension avec ici la syntaxe, l'expansion interne, ici la syntaxe redevient requantisation à un état particulier, qui ensuite, par expansion interne, revient dans ce scénario-là. Donc il y a une boucle, une oscillation entre deux étapes qui sont l'oscillation de la conspension, niveau interne, et les lois et les états qui sont disponibles comme ressources à l'intérieur de cette conspension, elles sont contenues syntactiquement à l'intérieur de cet état primaire, donc de ces lois universelles distribuées, et de cet état initial d'espace-temps, distribution initiale masse-énergie. Et donc, on a cette évolution conspensive qui s'exprime de manière globale avec conversion et inconversion, qui forment conversion de l'état en syntaxe et la syntaxe en état du point de vue de l'état primaire, qui recouvre l'ensemble des opérations qui s'expriment localement en termes de tailors locaux qui optimisent leur utilité généralisée, locale. Pour la syntaxe humaine cognitive, ce serait la syntaxe hémotélique, émotionnelle et télique, qui participerait de ces configurations internes, qui sont inclus dans ce qui est déterminé par l'opérateur global, qui est l'état primaire de la récursion télique, qui donne une couverture de qu'est-ce qu'est la matière, qu'est-ce qu'est l'information à l'intérieur de ce système, et quelles sont les lois qui s'appliquent sur ces informations. L'unité multiplex qui assure la cohérence entre le global et le local avec des principes tels que l'hologie, qui explique que l'opérateur syntactique global se distribue endomorphiquement à l'intérieur des opérateurs syntactiques locaux, illustre bien comment on peut avoir une incorporation des tailors locaux et des processus de récursion télique locaux à l'intérieur du récursion télique primaire. Ça illustre bien comment ce cercle au centre peut être exprimé en termes du cercle externe. Et l'unité multiplex, avec cette conversion du local de l'état vers la syntaxe avec une inclusion descriptive de la syntaxe globale, de l'opérateur syntactique global par les opérateurs syntactiques locaux, explique également comment il y a une dépendance, une simultanéité entre la configuration du global vers le local et du local également qui conditionne le global, puisque le global se configure de manière ad hoc, mais dépend des tailors locaux pour maximiser librement et indépendamment. Donc il y a vraiment un apport à partir de la télèse du potentiel télique de création de syntaxe à partir des systèmes locaux qui est délégué par l'opérateur global. Et donc cette
conversion et inconversion, qui est le pendant de l'étape primaire de cette conspension, qui est la distribution des lois et des syntaxes des objets, et ensuite la requantisation vers de nouveaux états, qui vient du coup de récursion théorique, donc du sens que le système détermine localement. Ce pendant du coup global de ce processus, qui est la conversion en conversion, exprime également la configuration du système, non seulement au niveau local, mais global. Au cours de l'évolution, je comprends que les systèmes locaux, au cours de l'exploration de la maximisation de l'utilité généralisée, permettent également la définition de loi universelle et d'état initial d'espace-temps, avec une rétroaction télique qui dépasse la flèche du temps du passé vers le futur. Le système se déterminerait également de manière cohérente et consistante avec la créativité générative des systèmes locaux vers une définition avec tout de même une étape primaire par ce processus de conversion et inconversion qui absorbe la générativité locale du système vers des lois universelles et des états initiaux d'espace-temps qui autorisent, qui sont compatibles avec ces générations de nouveaux couplages d'états syntaxe par les tellers secondaires. Donc vraiment une collaboration à la fois du global, donc du primaire et du secondaire, pour la détermination de l'évolution de la réalité, pour la détermination de cette récursion télique qui caractérise la tendance du système à optimiser cette utilité généralisée, qui jamais ne converge vers un état final, puisqu'il y a toujours ces sous-systèmes localisés qui optimisent leur fonction d'utilité locale. Donc il y a ce stress du système, stress soulageable du système, qui, au cours de son évolution, continue donc de maximiser son utilité généralisée. Parce que ce processus de récursion télique s'intègre dans des cycles de conspension locaux ou globaux, le langage associé qui suit ces cycles de conspension et qui suit cette récursion télique devient ce protocalculateur quantique, puisqu'il s'appuie sur ces processus quantiques de distribution des configurations de progression de la fonction d'onde et de requantisation, qui devient auto-simulant, auto-actualisant, puisqu'il détermine à la fois la syntaxe globale du système de manière intrinsèque, et il se simule lui-même en fonction de contraintes ad hoc qu'il détermine lui-même, et de contraintes additionnelles qui actualisent cette simulation initiale et cette simulation continue de l'ensemble du système par le système, une auto-simulation du système par lui-même, une auto-actualisation du système par lui-même, par cette récursion télique. Les modèles déterministes informatiques et de continuum de la réalité sont récursifs au sens standard. Ils évoluent par des opérations d'état récurrentes à partir d'un ensemble fermé de règles ou de lois. Parce que les lois sont invariantes et agissent de manière déterministe sur un tableau discret statique ou continuum, il n'existe ni la place, ni les moyens d'optimisation, ni aucune place pour l'autoconception. Le CTMU, en revanche, est conspensif et télico-récursif. Parce que de nouveaux potentiels d'état sont constamment créés par l'évacuation et l'absorption mutuelle d'objets cohérents, opérateurs syntactiques, à travers la conspension, une incertitude métrique et nomologique prévaut chaque fois que la récursion standard est altérée par la rareté d'objets. Cela équivaut à une liberté autogénérative fournissant logiquement à la réalité un bloc-notes autosimulant sur lequel comparer l'utilité agrégée de multiples autoconfigurations à des fins d'auto-optimisation. Donc, si on prend le point de vue des modèles classiques de la réalité qui présentent une grille discrète statique ou continuum qui forme cette base dans laquelle on met une distribution de matière et d'énergie, et ensuite il y aurait des lois qui seraient figées, qui s'appliqueraient dans cet emplacement déjà totalement déterminé d'objets, eh bien, on n'a plus de place pour l'autodétermination. Autodétermination qui est un critère pour avoir une théorie de la réalité, pour avoir un système compris entièrement, puisque s'il n'y a pas d'autodétermination, eh bien, il y a une détermination externe du système, externe qui ne devient plus appropriée pour une description de la réalité, puisque la réalité contient l'ensemble de ce qui impacte la réalité, donc il contient l'ensemble même de cette hypothétique espace externe qui déterminerait le système externement. Il y a une autodétermination du système, donc une autoconception, et seulement avec
cette vision de l'évolution conspensive et télico-récursive, on peut avoir ce tableau-là parce que avec cette distribution d'événements, non pas dans cette grille figée, mais plutôt dans les opérations syntactiques qui, eux, communiquent avec l'opérateur global par hologie, donc qui reçoivent la syntaxe globale par hologie et qui ensuite la transforment localement par génération avec cette absorption mutuelle des objets des voisins qui ensuite déterminent de nouveaux états, eh bien, il y a une générativité possible du système, une autoconception possible du système à l'intérieur de lui-même. Et le commentaire ici, c'est la récursion standard. Elle a une incertitude qu'elle exprime en termes de probabilité, typiquement avec les incertitudes quantiques. Mais cette générativité est possible à chaque fois que, justement, il y a un espace de liberté configurative du système que les systèmes markoviens standards comprennent comme des probabilités. Pour la trajectoire des planètes dans le système solaire, il y a un ensemble d'opérateurs syntactiques très haut, donc il n'y a pas une rareté d'objets, une pénurie d'objets pour déterminer la trajectoire. Donc les lois universelles s'appliquent, les lois de l'état primaire, de l'opérateur primaire qui logiquement se distribuent sur les objets continuent de s'appliquer, donc il n'y a pas d'incertitude quand il concerne la trajectoire des planètes. Mais pour l'ensemble des espaces dans lesquels la base ad hoc de la récursion télique primaire ne détermine pas l'évolution du système, eh bien, il y a cet espace d'autoconception du système, même localement, par ces opérateurs syntactiques. Donc, ces opérateurs syntactiques qui forment la grille du CTMU, le varié conspensif où les points sont des opérateurs syntactiques, permet par la structure logique de ces opérateurs syntactiques qui sont soumis du coup à ces principes d'évolution, conspension, récursion télique et qui sont soumis aussi à ces stratifications avec l'opérateur syntactique global qui distribue la syntaxe globale à l'intérieur du système, eh bien, permettent au système d'avoir cette autoconception qui est une condition pour avoir cet autodéterminisme et pour avoir ce système qui s'explique lui-même, et donc une liberté autogénérative qui fournit un bloc-notes auto-simulant. Donc la réalité peut explorer des configurations et donc comparer l'utilité de multiples autoconfigurations. On compare différentes manières de configurer localement le système. Ainsi, la récursion télique continue l'affinage de l'utilité généralisée avec cette liberté autogénérative qui s'exprime à l'intérieur du système par le fait qu'on ne pense plus à l'arrêté en termes de points dans un continuum ou dans un espace statique qui ne fait évoluer que des lois complètement figées, mais on les pense en termes d'opérateurs syntactiques qui expriment les lois globales, mais qui ont une liberté générative locale. La récursion standard est markovienne en ce que, lorsqu'une fonction récursive est exécutée, chaque récursion successive est appliquée au résultat de la précédente. La récursion télique est plus que markovienne. Elle coordonne de manière auto-actualisante les événements à la lumière de relations d'ordre supérieur ou de télons qui sont invariants par rapport à l'identité globale, mais peut afficher un certain degré de polymorphisme sur les ordres inférieurs. Une fois que l'une de ces relations est nucléée par une opportunité de récursion télique, elle peut devenir un ingrédient de la syntaxe dans un ou plusieurs opérateurs télico-récursifs, global ou niveau agent, ou Taylor, et être menée vers l'extérieur par expansion interne, c'est-à-dire maintenue au sein de l'opérateur lorsqu'il engage dans une absorption mutuelle avec d'autres opérateurs. Deux caractéristiques de l'espace-temps conspensif, l'homogénéité atemporelle des domaines d'expansion interne, strates d'opérateurs, et la possibilité d'une superposition étendue permettent ensuite au télon de s'auto-actualiser intelligemment, c'est-à-dire de manière télico-récursive, en coordonnant les événements de manière à engendrer sa propre émergence, soumise à diverses restrictions plus ou moins subtiles, impliquant la liberté disponible, le bruit et les interférences concurrentielles d'autres télons. Dans tout système autonome et autodéterminant, la récursion télique fait partie intégrante des niveaux d'évolution cosmique, téléobiologique et volitionnelle. La récursion standard markovienne est assez simple dans le sens où on applique les lois universelles, lois physiques sur un ensemble d'états et ensuite on obtient de nouveaux états et on peut réappliquer ces mêmes lois, une nouvelle récursion successive et juste on applique ça au résultat de la précédente et c'est ainsi que le système évolue. Donc il y a une directionnalité du système, du passé vers le futur et il y a une forme de récursion standard ainsi. Dans le CTMU, avec cette récursion télique, les lois sont déterminées de manière
distribués dans le système, délégués à des tailors locaux, et donc la structure des lois prend une forme différente. Les éléments déterminants des lois sont des télons ou des relations d'ordre supérieur qui sont des sortes d'objectifs d'état syntaxe qui ont une identité particulière. Ils ont leur identité, ils sont invariants, ce sont des états syntaxe déterminés, donc c'est pour ça qu'on peut appeler voilà ce télon-là. C'est un objectif particulier. Ensuite, comment ce télon s'intègre dans les systèmes existants? Là, il y a un degré de polymorphisme, différentes manières de s'afficher, mais une identité globale. Donc, on peut avoir un télon, un objectif global qui s'exprime de différentes manières en fonction du contexte, en fonction de l'implémentation particulière. Il peut y avoir différents aspects. Une forme de polymorphisme attaché à cette identité globale qu'on peut désigner. Ce télon détermine la réalité. Ces télons qui forment des relations d'ordre supérieur, ils peuvent former des relations qui sont désirables, donc utilité généralisée désirable. Comment elles se mettent en place? Comment on a cette capacité de conception? Il faut une sorte de collaboration qui se fait parce qu'il y a des opérateurs syntactiques déjà qui sont soumis au même syntaxe, mais également qui s'absorbent mutuellement les syntaxes des uns et des autres. Et donc, quand on a un télon, il peut organiser son émergence de cet objectif avec une coordination des opérateurs à l'intérieur de ces processus d'absorption mutuelle. Ça s'appelle l'expansion interne. Donc, propagation de ce télon, de cette relation état-syntaxe à travers différents opérateurs qui interagissent à l'intérieur de même domaine d'expansion interne. Ces télons donc, organisent leur émergence par opportunisme au sein de ces opérateurs. Les caractéristiques du variécon expansif du CTMU qui permet ça, c'est l'homogénéité donc, des domaines d'expansion interne, les strates d'opérateurs qui permet déjà par horologie de distribuer la syntaxe, mais également d'avoir une liberté configurative sur l'ensemble des différents points de ce domaine d'expansion interne. La même syntaxe est distribuée sur l'ensemble des opérateurs interagissant avec un opérateur donné, donc une particule, puisqu'elle interagit de manière homogène, puisque ces lois s'expriment de manière homogène sur l'ensemble des systèmes, elle peut refléter un télon particulier. Puisqu'elle reflète, elle pourrait interagir avec une autre particule donnée parce que ces lois sont réparties homogènement. Il n'y a pas une probabilité aléatoire d'interaction avec cette particule donnée. Il y a un ensemble de possibilités qui est disponible. Le domaine est homogène, donc le potentiel est homogènement distribué. Et donc, il y a un ensemble de possibilités d'interaction des différentes particules entre elles, disons, des différents opérateurs syntactiques entre eux, et dont des particules. Et ensuite, donc, la relation peut observer l'ensemble de ces possibilités et faire que l'une advienne particulièrement, qui serait observée avec une interprétation physique quantique classique de « Oh, il y a une probabilité aléatoire qui a fait que ça se soit passé ». Donc le télon qui est exprimé de manière d'ordre supérieur, donc, qui peut s'appuyer sur des principes linguistiques supérieurs, incluant théorie mathématique, incluant différents langages qui sont impliqués dans l'évolution du système, peuvent organiser l'évolution des opérations syntactiques par cette homogénéité qui offre des possibilités et qui offre aussi l'absorption mutuelle des opérateurs entre eux. Et la superposition étendue crée cette possibilité d'avoir des opérateurs en différents temps qui sont en contact, et donc avec le temps qui s'exprime, mais des relations d'ordre supérieur qui peuvent être métatemporelles, comme des programmes qui découleraient dans le temps. Ces programmes qui peuvent acquérir des ressources et faire émerger du coup, une série d'événements au cours du temps sont possibles par ces caractéristiques de l'espace-temps conspansif. Et donc le télon peut s'actualiser intelligemment pour un but particulier. Les tellers, qui sont les opérateurs qui ont des capacités modélisatrices, peuvent définir ces télons et donc peuvent planifier l'émergence d'un télon particulier téléco-récursivement, donc avec un objectif d'optimisation de l'utilité locale, qui est une exploration de l'utilité généralisée, d'une expression locale de l'utilité généralisée qui ensuite peuvent être renforcées par le système ou ils peuvent être plutôt évitées par le système suivant l'ensemble de l'utilité qui est observée quand on fait émerger ces télons qui reflètent cet essai d'utilité généralisée. Et donc, ces télons permettent l'évolution intelligente d'événements jusqu'à l'émergence de ce télon, de cette relation syntaxe
à son niveau d'expression particulier, qui serait le polymorphisme particulier que le télon prend dans l'expression de la réalité. Donc ce télon coordonne des événements de manière à engendrer son émergence, mais c'est au sein d'un système qui distribue la configuration du système à un ensemble de sous-systèmes locaux. Et donc, il y a des conditions pour l'émergence de ce télon. D'abord, est-ce qu'il y a la liberté disponible dans le système pour l'émergence de ce télon spécifique? Est-ce que la distribution initiale d'espace-temps et les lois universelles de la récursion télique primaire donnent suffisamment d'espace pour exprimer ce télon particulier, cette relation état-syntaxe particulier? Est-ce que l'ensemble des états syntaxes qui ont été déterminés au cours de l'évolution du système, au cours des récursions téliques par les opérateurs aussi secondaires, donnent la liberté disponible pour que ce télon s'exprime? Est-ce qu'il y a la coordination suffisante pour qu'un télon peut-être complexe, peut-être très spécifique, émerge au sein du système? Ou est-ce qu'il n'y a pas de coordination suffisante, il y a trop de bruit pour que ce télon spécifique se mette en place? Est-ce que d'autres télons, finalement, prennent en charge les ressources du système, coordinent des événements conformément à leur émergence, mais et concurrence d'autres télons qui peut-être reflètent une utilité généralisée qui est favorisée par le système dans son ensemble, qui est une utilité généralisée qui mène le système dans son ensemble à une issue désirable? Est-ce qu'il est concurrencé par d'autres télons qui, eux, reflètent une optimisation peut-être qui était non optimale et qui aboutit à des interférences du sous-système entre eux, qui aboutit à une perte de liberté, un bruit qui fait que des télons qui représentent des utilités généralisées spécifiques qui sont favorables au système ne peuvent pas se mettre en place. Donc il y a cette concurrence des télons au sein du système, télons qui tous permettent cette autosimulation dans laquelle peuvent se comparer des utilités agrégées, donc des télons qui peuvent se nucléer au niveau individuel pour une émergence d'un sous-système particulier, mais aussi ça peut être une société de sous-systèmes particuliers qui peuvent représenter une forme d'expression de divers télons qui s'expriment au sein du système. Il peut y avoir des interférences d'autres télons qui font également partie du même système global, différentes manières de configurer la coordination d'événements au sein de la réalité par cette récursion télique. Donc, dans tout système autonome et autodéterminant, on a ces télons qui deviennent ces relations d'ordre supérieur qui organisent la coordination des événements particuliers qui découlent au sein de ce système, des éléments particuliers qui forment une contrainte qui est dépassée, qui est explorée avec des tentatives d'auto-optimisation du système qui forment des télons qui ensuite peuvent chercher à se reproduire par polymorphisme à l'intérieur du système pour continuer d'optimiser l'utilité généralisée qui explique comment un système quelconque peut s'auto-inclure, peut s'auto-déterminer, puisque l'autodétermination est une autodétermination qui est orientée vers un but interne, ce but interne qui devient quelque chose que des télons à l'intérieur du système permettent de mettre en place avec l'ensemble des contraintes qui s'impliquent, qui est la liberté disponible, les interférences, etc. Et donc, ces récursions téliques expliquent l'évolution des niveaux cosmiques, les lois générales, donc avec l'étape récursive primaire, avec l'ensemble des états initial, matière-énergie, les lois distribuées, téléobiologique, puisque ça explique également l'ensemble des agents qui émergent à l'intérieur du système pour essayer de refléter cette optimisation d'utilité généralisée, donc évolutionnelle, donc toutes les volontés qui s'expriment à l'intérieur du système également s'expriment en termes de... Pour qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une forme d'objectif qui se positionne comme quelque chose suivi par des composants du système. Et donc, cette récursion télique qui devient clé, une rénovation du concept de récursion standard avec à la fois rénovation de compréhension des composants du système, avec ici des opérations syntactiques conspansifs, cet espace-temps conspansif qui permet l'intégration de ces télons et qui permet donc l'explication auto-explicative de l'univers, l'explication d'un système autonome, qui est la forme que doit prendre la réalité, puisque la réalité ne s'explique que par elle-même, la réalité se configure par elle-même, et donc la réalité évolue par conspansion et par récursion télique.